À la une de l'actualité, axée sur le thème la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable de province, le président de la République Félix Tshisekedi a clôturé la 12e conférence de gouverneurs dans la province du Lualaba. Ici, le président Félix Tshisekedi a procédé à l'inauguration de plusieurs infrastructures presque financées par le gouvernement provincial et la province du Kwilu, située dans la partie australe de la RDC, accueillera en décembre prochain la 13e conférence de gouverneurs. La pluie qui s'est abattue ce samedi dans la matinée dans la capitale a provoqué d'importants dégâts matériels dans plusieurs communes de Kinshasa. En pays constaté des inondations, de routes coupées et des têtes d'érosion qui ont progressé dans le commune de Kinshasa. Et à l'international, l'armée israélienne annonce que ses avions de chasse vont reprendre le frappe, que les voies vers l'Iran ont été ouvertes. Et à son tour, l'Iran avertit le Royaume-Uni, la France et les États-Unis de toute assistance apportée à Israël et exposera leur base au Moyen-Orient à des représailles. Et la page rétrospective sera au menu de cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Nouvelle édition d'information sur Bossolo TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. On ouvre cette édition du journal par cette actualité comme annoncé au sommaire. Au terme de 3 jours d'intenses travaux en atelier, la 12e conférence de gouverneurs a été clôturée ce vendredi soir par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de travaux en commission élue par le VPM de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, rapporteur de la conférence. Images et commentaires. La 12e conférence des gouverneurs de province Lualaba 2025 a vécu à Kolwezi. Comme à l'ouverture des assises, la cérémonie de clôture a été présidée ce vendredi 13 juin 2025 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite au travail et d'itinérance dans le chef-lieu de la province du Lualaba. Assisté par la première ministre Judith Suminwa, vice-présidente de la conférence, les gouverneurs de 26 provinces du pays ont débattu du 10 au 13 juin des questions d'intérêt vital de leur juridiction. Au cours de cette conférence, placée sous le thème « La santé, facteur de la cohésion sociale et du développement durable », la cérémonie de clôture de la conférence a été marquée par les discours de lancement de l'initiative présidentielle pour l'élimination du VIH-Sida chez les enfants d'ici 2030, discours du chef de l'État. L'événement a coïncidé ce vendredi 13 juin avec l'anniversaire du président de la République, une occasion pour les gouverneurs de province et toute l'assistance de souhaiter à l'unisson un joyeux anniversaire au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Conformément au thème principal de la conférence, la santé, facteur de la cohésion sociale et du développement durable, le chef de l'État a remis personnellement à chaque gouverneur de province une médaille et des outils pour la campagne de vaccination. Il a été aussi décerné des trophées aux responsables de 3 provinces qui se sont distingués dans la campagne de vaccination des enfants, à savoir les gouverneurs du Tanganyika, du Olomami et du Lualaba. Le rapporteur de la conférence, le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani, a lu les recommandations de la conférence des gouverneurs de province après avoir rappelé les principaux points du mémorandum du collectif des gouverneurs présenté à l'ouverture des travaux et qui a notamment déploré la non-opérationnalisation de la caisse des péréquations, les non-paiements réguliers des rétrocessions, la tendance des assemblées provinciales de déstabiliser les exécutifs des provinces par des motions de censure. Après la lecture des recommandations, le président de la République a prononcé son discours de clôture de la 12e conférence des gouverneurs de province. 12e session a clairement mis en évidence que le développement durable de nos provinces passe inévitablement par une politique sanitaire équitable, territorialisée et résiliente. Cela implique notamment
assurer à chaque Congolais, indépendamment de son âge, de sa condition sociale ou de sa localisation géographique, l'accès à des soins de santé sans risque de ruine financière, renforcer l'offre de soins primaires jusqu'aux territoires les plus éloignés et les entités coutumières isolées. La prochaine conférence des gouverneurs de province se tiendra en décembre prochain au Kwilu, dans les Grands Bandundu. Kwilu, province située dans la partie australe de la République démocratique du Congo, accueillera en décembre prochain la 13e session de la conférence de gouverneurs, a annoncé ce vendredi 13 juin le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de la clôture de la 12e conférence de gouverneurs. Suivez à ce sujet le gouverneur du Kwilu qui s'est exprimé. Je crois que nous remercions le chef de l'État. C'est une façon d'honorer la population du Kwilu. Parce que tout au début, on avait organisé les conférences de gouverneurs à Kinshasa et puis on a changé de fusil d'épaule. On est parti à la province de Tanganyika, on est venu au Lualaba. C'est tout à fait normal qu'on part vers l'ouest du pays et l'ouest du pays, c'est effectivement la province du Kwilu. Déjà à l'époque où il y avait l'épidémie d'Ebola à l'Équateur, on voulait venir à la province du Kwilu pour organiser la conférence des gouverneurs, mais l'épidémie était arrivée à la fin, c'est comme ça qu'on avait organisé à la province de l'Équateur. Donc on avait déjà mis la machine en marche à l'époque pour accueillir la conférence des gouverneurs. Donc je crois qu'on va mouiller les maillots pour organiser, parce que c'est une façon d'honorer la province du Kwilu, la province de Gizenga. Je crois que nous sommes plus que comblés de joie. Tout à fait autre chose. Une pluie torrentielle s'est abattue sur Kinshasa dans la matinée du samedi 14 juin, provoquant d'importants dégâts matériels dans plusieurs communes de la capitale. Ces intempéries sont inhabituelles en cette période de l'année où la saison sèche est censée avoir commencé. Le bilan provisoire de ces fortes pluies fait état d'inondations, de routes coupées et des têtes d'érosion qui ont progressé dans plusieurs communes. La commune de Kisinso figure parmi les zones les plus touchées. 4 maisons se sont écroulées à la suite de cette pluie, mais aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée selon le bourgmestre Godé Hatsuel. Face à ces dégâts, l'autorité municipale invite les habitants à respecter les normes de construction et à creuser des drains parcellaires pour canaliser les eaux de pluie. Dans la commune de Limete, des inondations ont été signalées au quartier Ndanou, où plusieurs habitations ont été envahies par le zoo. À Mongafula, la situation est tout aussi préoccupante. Plusieurs têtes d'érosion ont progressé, entraînant la destruction de nombreuses habitations. Et alors que les réseaux sociaux relaient des informations sur le décès présumé du colonel Michel Cotte, ses enfants Chancel Cotte et Rodney Liave Cotte lancent un appel pressant au président de la République, Félix Tshisekedi, pour obtenir clémence en faveur de leur mère détenue à la DEMIAP. Selon leur témoignage, leur mère Aïcha Achibalonda ainsi que leur oncle Aïssa sont détenus à la DEMIAP, détention militaire des activités anti-patrie sans mandat légal ni accès régulier à une procédure judiciaire transparente. Dans un message empreint de douleur, il dénonce une situation qu'il qualifie de détention arbitraire et appelle le chef de l'État à intervenir personnellement pour garantir le respect des droits humains dans un contexte déjà lourd de chagrin. Suivez-le dans ce propos recueilli par la rédaction de Bosolo TV. Il y a de cela une semaine déjà qu'on a arrêté notre maman, l'épouse du colonel Cotte Michel. Et on ne sait pas, depuis une semaine, nous ne savons pas là où notre maman se trouve. Et il y a de cela 2 jours déjà, nous avons appris que notre père, le colonel Cotte Michel, est mort. Nous avons appris ça sur les réseaux sociaux. Bon, il y a de cela une semaine aussi, il a été arrêté depuis Kisangani. Et il est venu jusqu'ici, à la prison de Deméap. Nous prions aux autorités, particulièrement au président de la République, d'intervenir
à la libération de notre mère qui est l'épouse du colonel Côte Michel. Parce que moi personnellement je suis l'aînée, je suis encore trop jeune, je n'arrive pas à m'occuper des enfants, mes petits frères et mes petites sœurs. C'est un peu difficile pour moi de vivre sans mère et sans père. Je n'arrive pas à m'occuper des enfants. Cette situation qui nous désavantage énormément. À la maison, on est seul. Je vois mes soeurs, mon frère. On est seul. Il n'y a personne avec nous. Notre mère est aux arrêts. Je suis tout seul à la maison à devoir réconforter, à devoir être celui qui doit porter ce lourd fardeau, en sachant que mon père, le colonel Côte Michel, est décédé récemment, savoir que ma mère est aux arrêts, en devant tout porter sur moi, sur nous au complet. J'en appelle à l'humanisme, aux autorités, plus particulièrement au chef de l'État. J'espère en tout cas que mon message sera entendu. Si mon père a pu commettre un crime, je voudrais que ce ne soit pas nous qui devons porter le fardeau de ses erreurs. Je voudrais que encore moins que ce soit ma mère ou mes frères ou mes sœurs. Je voudrais que ma mère soit libre, qu'elle soit à nos côtés pour les années à venir, à suivre. Je voudrais que cette tristesse qui flotte autour de notre maison s'arrête, qu'on soit de nouveau une famille réunie, aimante, comme on l'a été et comme on le sera dans l'avenir, je l'espère. Tout à fait autre chose, une nouvelle étape inquiétante dans le conflit israélo-iranien. Dans la nuit du 13 au 14 juin, l'Iran a lancé une salve de missiles sur Israël, provoquant plusieurs morts et des dizaines de blessés, malgré l'activation de systèmes de défense israéliens et américains. L'attaque a sémé la panique. La menace d'un élargissement du conflit au Moyen-Orient devient plus concrète que jamais. Images et commentaires. Dans la nuit du 13 au 14 juin, l'Iran a lancé entre 150 et 200 missiles contre Israël, dans ce qui apparaît comme l'un des assauts le plus violents de ces dernières années. Rishon LeZion, ville du centre du pays, a été durement touchée. Les premières images témoignent de destructions majeures. Le bilan provisoire fait état de 4 morts et d'environ 70 blessés, selon les Jerusalem Post. Malgré l'activation du dôme de fer et des systèmes antimissiles américains Patriot et THAAD, certains projectiles ont atteint leur cible, provoquant panique et dégâts matériels importants. Washington a réaffirmé son soutien à Israël tout en appelant à éviter une spirale de représailles incontrôlables. Mais la tension reste vive. L'Iran menace désormais d'étendre ses frappes à toute base militaire étrangère soutenant Israël, selon des sources relayées par CNN. Cette attaque marque une nouvelle étape inquiétante dans le bras de fer entre Téhéran et Tel Aviv, avec un risque grandissant de conflit généralisé au Moyen-Orient. Et en début de semaine, l'opposant Martin Fayoulou a dissipé tout malentendu au sujet de son initiative, celle du camp de la patrie. Dans un communiqué de presse publié lundi dernier à Kinshasa, Martin Fayoulou souhaite rassembler les acteurs politiques congolais pour faire face aux menaces réelles de balkanisation de la RDC. Le commentaire de Jules Kalombo rendu par Julia Kamwana. Une semaine après son discours d'environ 3 minutes, dans lequel il avait interpellé Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC Barham 23, Joseph Kabila, ancien président de la République, et l'actuel président Félix Tshisekedi, l'opposant Martin Fayoulou, l'actuel allié de Félix Tshisekedi, a annoncé dans un communiqué publié et consulté par la rédaction la mise en place de son initiative des camps de la patrie. Dans ses communiqués, l'ancien candidat à la présidentielle de 2023 souhaite rassembler les acteurs politiques congolais pour faire face aux menaces réelles des balkanisations de la RDC par les étrangers. Le contenu de ces communiqués met en évidence l'article 63 alinéa 1 de la Constitution de la République qui dit « Tout Congolais a le droit et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale en cas de menaces ou d'agression extérieure ».
Selon les leaders du parti Engagement pour le développement, tout Congolais animé par cet esprit a le devoir de défendre avec fermeté l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC et s'opposer vigoureusement à toute forme d'agression extérieure ou des tentatives de balkanisation du pays. Promouvoir la paix, la justice et la dignité nationale en toutes circonstances, dénoncer avec courage les complicités internes et les ingérences étrangères qui menacent la stabilité et l'unité du pays, porter avec force la voix du Congo auprès des institutions internationales et des partenaires étrangers pour faire entendre la véracité et protéger les intérêts de la nation. Il s'est dénoté que depuis son discours à la nation, l'opposant Martin Fayulu est critiqué dans tous les sens. Certains les soupçonnent de vouloir créer une coalition avec le président Félix Tshisekedi, une coalition contre la République au regard des enjeux actuels. Faisons un crochet dans la province du Lualaba pour vous dire que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait ouvert le mardi dernier la 12e conférence de gouverneurs de province au village de Congrès à Kolwezi. Ce moment est défini comme un cadre de concertation régulière entre le province et le pouvoir exécutif national. La conférence de gouverneurs réunit, outre le gouverneur et vice-gouverneur de 26 provinces, le président des assemblées provinciales, de ministres sectoriels, des experts des institutions autour du chef de l'État qui en est le président. Revenons sur ce grand rendez-vous avec la presse présidentielle. La conférence de gouverneurs a tenu la 12e session de ses assises à Kolwezi sous le thème « La santé, facteur de la cohésion sociale et du développement durable des provinces ». La cérémonie d'ouverture des travaux a été rehaussée de la présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la conférence des gouverneurs de province, dans une somptueuse salle du village des congrès de Kolwezi où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa, des vice-premiers ministres et ministres du gouvernement central ainsi que des gouverneurs et présidents des assemblées de 26 provinces de la RDC. Souhaitant la bienvenue à la grande assistance, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, s'est déclarée très honorée par l'organisation de la 12e session de la conférence des gouverneurs dans sa juridiction. Présentant les mémos du collectif des gouverneurs de province, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yaboula Katoué, a notamment salué les efforts menés sous le leadership du président de la République dans le domaine de la santé concernant la vaccination des enfants. Les gouverneurs de province vous félicitent pour toutes les victoires remportées sur divers fronts, notamment devant le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité des Nations Unies, pour les avancées significatives observées dans la recherche des solutions face à la guerre injuste imposée à notre pays. C'était au tour du gouverneur du Bas-Juélé d'élire la motion de soutien du collectif des gouverneurs de province au chef de l'État. Le président de la République a, après avoir exprimé sa gratitude pour l'accueil très chaleureux, lui réservé à Kolwezi, circonscrit les bien fondés du thème « La santé, facteur de la cohésion sociale et du développement durable des provinces », thème choisi pour la 12e conférence des gouverneurs de province. Le thème de cette 12e session, intitulée « La santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces », revêt pour moi une importance capitale, car la santé n'est pas seulement un droit fondamental, elle est le socle de la cohésion nationale, du progrès économique et du développement durable. Le ministre national de la Santé, Roger Kamba, a présenté au chef de l'État les diplômes de mérite décernés aux gouverneurs de province qui se sont distingués dans la campagne de vaccination des enfants, à savoir les gouverneurs du Tanganyika, du Olomami et du Lualaba. La semaine a été aussi mouvementée par une polémique suscitée par le VPM du transport, Jean-Pierre Bemba, au sujet de l'implication de la SENCO, inclus dans un mouvement pouvant induire le pays dans un chaos. À ce sujet, l'Église catholique, par le biais du porte-parole de la SENCO, n'a pas tardé à réagir aux propos du vice-premier ministre et ministre de Transport, Jean-Pierre Bemba. L'Église catholique s'est indignée d'observer les silences coupables de l'État face à
à ce qu'elle qualifie de ineptie de Jean-Pierre Bemba dans un temps comme celui-ci. Israël Touba nous en dit plus. J'accuse M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. 24 heures après sa sortie médiatique sur les ondes de Top Congo FM, accusant certaines personnalités dont Joseph Kabila, Moïse Katumbi et certains responsables de la SENCO de commanditer l'élimination physique de Félix Tshisekedi, la réaction de la SENCO n'a pas tardé. Au travers son porte-parole, M. Donatien Cholet, l'Église catholique qualifie des inepties les propos tenus par Jean-Pierre Bemba qui risquent d'embraser le pays dans cette période. Depuis la période électorale de 2023 jusqu'à ce jour, M. Jean-Pierre Bemba s'est attribué un rôle extrêmement dangereux, celui de proférer avec une légèreté déconcertante des allégations récurrentes, gratuites et infondées contre la SENCO. Il multiplie des déclarations qui portent atteinte à la réputation de la SENCO et risque de compromettre le climat de confiance nécessaire à la cohésion nationale et au bien vivre ensemble dont le pays a tant besoin. Par ailleurs, l'Église catholique s'indigne de voir l'État congolais passer sous silence les propos de Bemba jugés extrêmement graves avant d'inviter ses fidèles à des prières intenses pour que l'Esprit Saint habite cet homme. Il est étonnant que malgré la gravité des propos tenus par M. Jean-Pierre Bemba, il n'y ait aucune réaction des institutions de la République et de sa hiérarchie. La SENCO exhorte les fidèles catholiques à prier pour les concernés afin que l'esprit de paix descende sur lui et le détourne de la violence dont il fait la promotion. L'Église catholique n'exclut cependant pas l'option de saisir la justice pour réparation du préjudice. Il est à noter qu'en date du 9 juin, alors qu'il était l'invité de Face à Face, un magazine sur Top Congo FM, Jean-Pierre Bemba avait fait plusieurs révélations, dont celle portant un compromis fait contre le président de la République par quelques personnalités. Alors que Martin Fayulu propose un dialogue national facilité par la SENCO et l'ECC dans le cadre de son initiative dénommée Camp de la Patrie, les accusations de Jean-Pierre Bemba contre l'Église catholique soulèvent des interrogations sur la viabilité de la visée de leader de la plateforme Lamouka et président de l'ECD qui venait de rencontrer le président de la République, Félix Tshisekedi, pour cette fin. Élément de réponse dans cette réflexion de votre rédaction. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme. La proposition de Martin Fayulu pour un dialogue national soutenu par la SENCO et l'Église du Christ au Congo ECC visant à apaiser les tensions politiques en RDC. Cependant, les récentes déclarations de Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre des Transports, accusant la SENCO de conspirer contre le président Tshisekedi, ont suscité une vive réaction de l'Église catholique. La SENCO a fermement rejeté ces accusations, les qualifiant de belliqueuses et truffées de contre-vérités et a rappelé son engagement en faveur de la transparence et de la justice sociale. La démarche de Martin Fayulu d'appeler à un dialogue national facilité par la SENCO et ECC traduit une volonté d'apaisement dans un climat politique marqué par la méfiance et les clivages. Cependant, les accusations de Jean-Pierre Bemba contre la SENCO soulignent un paradoxe. Cela suscite une question de fond. Une médiation peut-elle être efficace si un des camps a délégitime les facilitateurs? Mais si Fayulu mise sur une médiation religieuse, car l'Église bénéficie encore un certain crédit auprès de la population. Cependant, ces tensions entre un membre influent du gouvernement et la SENCO pourraient compromettre la neutralité perçue de l'Église, essentielle pour faciliter un dialogue inclusif.
Pour que le dialogue national souhaité par Fayulu aboutisse, il est crucial que toutes les parties reconnaissent et respectent le rôle de la SENCO et l'ECC en tant qu'acteurs neutres et constructifs dans le processus de réconciliation nationale. Cette situation relève aussi les limites du jeu démocratique congolais sans confiance dans les institutions étatiques ou les médiateurs civils. Le risque est grand que les tensions s'enracinent avec les conséquences imprévisibles pour la stabilité du pays. En somme, la situation reste tendue et l'avenir du dialogue national en RDC dépendra de la volonté des différentes parties de trouver un terrain d'attente pour résoudre les problèmes auxquels le pays est confronté. Et sous la férule de Dr Sandrine Mubenga-Ngalula, son directeur général, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité va organiser la deuxième édition de la Semaine de l'énergie du 24 au 26 juin 2025 en la salle La Perle de Sainte-Anne dans la commune de Lagombe à Kinshasa. Regardez. Sous la férule de Dr Sandrine Mubenga-Ngalula, son directeur général, l'autorité de régulation du secteur de l'électricité va organiser la deuxième édition de la Semaine de l'énergie du 24 au 26 juin 2025 dans la salle La Perle de Sainte-Anne dans la commune de Lagombe à Kinshasa. Ces assises dont l'objectif est de renforcer la dynamique collective autour des défis et perspectives du secteur de l'énergie en RDC vont se dérouler sur 3 jours. En cette circonstance, le directeur général de l'ARE va présenter le rapport annuel 2024. Aussi présentera-t-on avec projection les activités de 3 opérateurs du secteur. En plus des partenaires techniques et financiers conviés à ces rencontres, les opérateurs, plus d'une cinquantaine, vont travailler dans 2 panels dirigés respectivement par Dr Sandrine Mubenga et Maître Marco Kouyou, directeur général adjoint de l'ARE. Parmi les opérateurs qui vont y prendre par figure, la SNEL, Nourou SRL, Socodé, Kipai et My Hydro. Entre autres partenaires techniques et financiers attendus, il y a le représentant de la Banque mondiale, de la BAD, du COMESA, de RAERESA et bien d'autres institutions telles que l'ANSER. En 2024, la première édition de la Semaine de l'énergie avait coïncidé avec la 16e Assemblée générale annuelle de l'Association des régulateurs de l'énergie de l'Afrique de l'Est. Au terme de ces travaux organisés à l'hôtel Sultani, dont l'ouverture était faite le 26 juin 2024 par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, l'ARE avait pris le leadership de l'EREA. Lors de cette dernière édition, les opérateurs du secteur de l'énergie venus de toute la République avaient, grâce au DG de l'ARE, rencontré dans le cadre de la réunion annuelle des partenaires techniques et financiers prêts à soutenir leurs projets. Pendant la réunion annuelle tenue en 2 panels, un tête-à-tête avec les opérateurs avait permis d'évaluer notamment le niveau d'exploitation des différents titres attribués aux opérateurs, passant en revue les projets réalisés et en cours de réalisation, sans oublier les perspectives d'avenir. Faisons un tour à Kinshasa de l'état de la société et son dysfonctionnement, l'état déplorable de panneaux de signalisation à Kinshasa, notamment sur le boulevard du 30 juin, suscite de vives inquiétudes. Feu tricolore en panne, panneaux non fonctionnels ou absents. Cette situation compromet gravement la sécurité routière et souligne l'urgence d'une intervention des autorités pour restaurer l'ordre sur les voies urbaines. Bénédicte Mouzima et Jérôme Bizolo signent le reportage. Artère majeure de la capitale, le boulevard du 30 juin, long de près de 5 km, relie la gare centrale à la baie d'Engaliema en traversant le centre de la commune de Lagombe. Malgré son rôle stratégique dans la circulation urbaine, il souffre d'un déficit alarmant en panneaux et feux de signalisation. Une enquête de terrain révèle des panneaux de priorité et de stop endommagés, déplacés ou mal visibles, réduisant considérablement leur efficacité. À cela s'ajoute le comportement des nombreux conducteurs marqué par le non-respect des règles de circulation. En cause, manque de formation, absence de contrôle et faible sensibilisation. Les chauffeurs interrogés reconnaissent les lacunes et proposent des solutions concrètes, remise en état et entretien régulier des signalisations, sensibilisation accrue, contrôle plus strict et surtout une meilleure formation des conducteurs. Il y a des signalisations qui ne fonctionnent plus. Il n'y a pas vraiment de suivi. En plus, certains chauffeurs n'ont jamais fréquenté une auto-école. Tu verras qu'ils ne connaissent rien
aux panneaux de signalisation ni au code de la route. Il y en a qui te doublent n'importe comment, ce qui crée des embouteillages. Je demande donc à l'État congolais de prendre au sérieux le problème de signalisation. Depuis que les Chinois ont installé ces signalisations, personne ne vient faire l'entretien. Parfois, ça fonctionne, parfois, non. Certains panneaux fonctionnent à l'énergie solaire, d'autres dépendent du courant. Par exemple, ceux du boulevard sont reliés au courant, tandis que ceux de GB utilisent des panneaux solaires. Quand il n'y a pas d'électricité, ils ne marchent pas. 5 heures du temps, 30 minutes. Une problématique qui met en lumière un enjeu crucial, la sécurité publique sur l'un des axes les plus fréquentés de Kinshasa. Le quartier Lubudi, situé dans la commune de Ngaliema, éprouve de difficultés d'approvisionnement en eau depuis plusieurs années. Dans ce quartier, l'eau est une denrée rare et la population recourt aux eaux de forage et parcourt parfois de kilomètres pour trouver cette ressource. Constat fait par Bosco Kabamba et Chrétien Gaël. L'eau, c'est la vie, dit-on. Ce dicton est loin d'être une réalité au quartier Lubudi, communément appelé Bolikango, dans la commune de Ngaliema. Dans cette partie de la capitale, les tuyaux de la régie des eaux sont quasiment inexistants depuis des années et cette population est contrainte de s'approvisionner en eau forage avec tous les risques que cela implique. Pour ce faire, la force physique est nécessaire pour tirer de l'eau de ce forage. Les mamans présentes sur place déplorent l'inattention du pouvoir en place par rapport à leurs besoins primaires, notamment celui d'avoir de l'eau potable en permanence en plein 21e siècle. C'est depuis 2015 que ce forage a été installé par une ONG. Et depuis lors, nous nous débrouillons avec le moyen de bord. Dans notre quartier, nous avons au total 10 forages et actuellement, c'est les seuls qui continuent à fonctionner normalement. Parfois, nous parcourons des kilomètres pour aller chercher l'eau de la régie des eaux vers l'avenue Loya-Bumbu et Selembao. Avec la recrudescence de l'insécurité à Lubudi, nous ne pouvons plus sortir à 3 heures, voire 4 heures du matin. Nombreux dans ces quartiers sont obligés de faire de files d'attente. S'il fait chaud et que tu es affamé, cela devient encore plus compliqué de manipuler ces leviers. Nous demandons aux autorités de nous aider à avoir de l'eau potable. Le pièce de rechange de ces forages nous coûte beaucoup d'argent. Et s'il y a une mauvaise manipulation, cela cause une panne et ça devient comme un dessin animé. D'ailleurs, on venait de réparer cela et voilà maintenant comment les gens s'approvisionnent. Les pièces de rechange sont tellement chères qu'il faudrait réunir un montant de $100 pour s'en procurer. Population eleki mais ebenende ezosala kitorote mbongo nde eleki mingi poso ke benemo ka ke longu na do il faut to beta mutu to luka $50 pour boso me bende wana. Il convient de noter que plusieurs forages dans ce quartier ne fonctionnent plus. Désormais, la population du quartier Lubudi fait de longues files d'attente pour avoir de l'eau dans les très rares forages encore en service. Et les habitants du quartier Camping dans la commune de Selembao sollicitent l'assistance du gouvernement congolais pour éradiquer les différentes têtes d'érosion qui constituent une menace pour cette population. Ces habitants estiment que cette saison sèche est une période appropriée pour commencer le travaux. Bosco Kabamba et Chrétien Gaëmé, une fois de plus. La capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, demeure au cœur de plusieurs défis, parmi lesquels les érosions qui se créent ça et là. Le quartier Camping, dans la commune de Selembao, reste menacé par plusieurs têtes d'érosion.
Cette situation, qui indispose les habitants de ces coins, nécessite l'implication directe des autorités dans lesquelles l'objectif de sauver des vies humaines. À Kinshasa, plusieurs chantiers sont ouverts ici et là, financés par le gouvernement central qui a porté son soutien au gouvernement provincial, chapeauté par Daniel Bumba. Au-delà de ces efforts remarquables, les habitants de cette municipalité se sentent abandonnés et lancent un cri d'alarme aux autorités urbaines à qui ils demandent que leur municipalité soit retenue dans le schéma ciblé. Nous sommes sur l'avenue Wado. Cette érosion va jusqu'à la route principale Mama Mobutu. Nous sommes impuissants face à cette catastrophe naturelle et nous demandons à Dieu et à l'État congolais d'intervenir car ici, au camping, les choses vont très mal et que les députés provinciaux, voire nationaux et nos ministres trouvent une solution durable pour nous. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Regardez combien de personnes ont quitté le quartier suite aux dégâts causés par cette érosion. Vraiment, ne nous laissez pas. Il n'y a plus de route dans cette contrée. Impatients, ces habitants attendent une action rapide du gouvernement de la République pour des solutions appropriées. Et voilà qui met fin à cette édition d'information coordonnée par Guillaume et réalisée par Héritier Moutombo. Merci à vous de l'avoir suivi et bon suite de programme sur Bosolo TV, la première chaîne au cœur des investigations en RDC. Au revoir.